Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Parfois, les sciences quittent leur laboratoire et leur terrain scientifique. Parfois, elles s'aventurent sur des terrains artistiques ou les planches de théâtre. Elles se mélangent avec les arts pour mieux interroger notre monde et proposer un autre regard sur les questionnements de notre société. Artistes, chercheurs et chercheuses conversent, créent et mettent en scène la recherche tout en explorant les imaginaires collectifs. Aujourd'hui, nous tournons nos micros vers 2 conversations théâtrales idéales. Bienvenue au Labo des Savoirs en direct du TU, le Théâtre universitaire de Nantes, dans le cadre du festival Idéal, le festival imaginé par le TU depuis 2020. Il explore l'hybridation des arts vivants et des sciences en invitant une communauté de chercheurs et chercheuses, artistes, universitaires, à composer de nouvelles manières de faire récit du monde. Un festival qui a lieu du 15 au 28 mars 2024 et dont nous allons pouvoir parler sous le prisme de 2 créations entre art et science. Nous explorerons ensemble 2 conversations partagées, des formes inédites, produites par le TU et créées à 2, entre une artiste et une chercheur-chercheuse, à partir d'une démarche de recherche pour imaginer une publication sensible et innovante des sciences et explorer un nouveau imaginaire des savoirs. La première que nous explorerons se nomme tout simplement La Nuit et elle est une conversation sur la place des enfants dans l'espace public, portée par nos 2 invités, Perrine Mornay, autrice et metteuse en scène, et Catherine Huchet, maître de conférences en sciences de l'éducation et formatrice en didactique du français à l'INSPE de Nantes. Et notre deuxième performance tourne autour de la catastrophe, conversation sur la fin du monde que nous dévoilerons en deuxième partie d'émission avec Guillaume Bayard, metteur en scène, et Erwan Véron, ingénieur en mécanique et structure des matériaux à Centrale Nantes. Le son des sciences au Labo des Savoirs. Et pour commencer cette émission, nous retrouvons donc notre premier binôme, Perrine Mornay, artiste et performeuse du collectif Impatience. Bonjour. Bonjour. Et Catherine Huchet, chercheuse au Centre de recherche en éducation de Nantes. Bonjour. Bonjour. Perrine, c'est vous qui êtes venue avec cette idée de travailler sur la nuit à hauteur d'enfant, puisque vous avez déjà un projet en cours qui s'appelle « Que peut la nuit », c'est ça ? Oui, alors Que peut la nuit, c'est un projet de recherche, comme des chercheurs ou des chercheuses, ce qui est assez rare en spectacle vivant. En tout cas, on n'en a pas souvent l'occasion. Et donc là, on a ouvert ce projet il y a peu de temps. On sait qu'on a 2 ans de recherche devant nous. Donc on a commencé au mois de décembre et l'idée c'est de travailler effectivement à hauteur d'enfant avec des enfants, pas pour des enfants, de travailler avec des enfants, ce qui n'est pas ma spécialité, et de les interroger sur la nuit comme un espace de transgression, la nuit comme un espace de possible, et dehors, donc dans la ville. Mais voilà, dans la ville comme ici, quoi. L'espace urbain, l'espace public en tout cas. L'espace public, ouais. Donc cette conversation avec Catherine est intégrée dans ce projet. Catherine, vous faites de la formation à la didactique auprès des enseignants et enseignantes. Alors, la question qui tue, c'est quoi la didactique ? Alors, c'est une science, déjà, et qui est associée à une discipline. Donc, quand on fait de la didactique du français, on est associé à une discipline, le français. Quand on fait didactique des mathématiques, on est associé aux mathématiques. Et sa spécificité, c'est de réfléchir à la manière dont les savoirs savants qui sont produits dans la sphère scientifique peuvent se transposer pour qu'ils puissent être appris par des enfants. Donc il faut tenir compte des obstacles à la fois cognitifs, affectifs qu'ils peuvent rencontrer pour construire ces savoirs. Et la didactique, elle n'est pas applicationniste, elle n'est pas là pour donner des bonnes recettes aux enseignants. Elle est là vraiment pour étudier ce qui se passe en classe et comment les élèves ils se débattent avec ce qu'on essaie de leur faire apprendre. Donc si je résume un peu grossièrement, vous êtes un petit peu le côté enfant et Perrine, vous êtes un petit peu le côté nuit, si c'est très, très vulgarisé.
Mais on peut le dire comme ça. Alors, nous nous sommes rencontrés pendant votre résidence de création. Vous avez mis au point cette conversation partagée. Le projet n'était pas encore totalement terminé. On écoute l'interview. Alors, comment ça se passe, cette résidence entre Catherine et moi? On a déjà quand même effectivement échangé 3 fois par Zoom, donc on était un peu inspirés et infusés du travail respectif de l'une et l'autre quand on s'est vus pour la première fois. Je savais que Catherine travaillait avec des enfants et qu'elle était vraiment en recherche de nouvelles méthodes et de nouveaux modèles d'apprentissage. Et Catherine avait aussi vraiment cherché, comme une dramaturge le ferait, plein de choses autour de ce que je lui avais proposé, qui était de travailler sur la nuit et sur la présence des enfants dans les villes la nuit. Elle avait aussi déjà bien défriché les choses de son côté et même elle arrivait avec des choses nouvelles. Elle a amené des nouvelles données et des nouveaux textes et des nouvelles choses pour moi. Et donc depuis lundi dernier, donc ça fait 10 jours maintenant, on parle, on échange des concepts, on écrit et on s'enregistre. On a aussi retranscrit ce qu'on avait enregistré. Donc on a fait tout un tas de petits jeux comme ça entre le moment d'enregistrement, le moment de retranscription et qu'est-ce qui se passe avec ce document qui est donc un texte dialogué à un moment et si on le rejoue, voilà comment et si on le rejoue et si on le réenregistre, qu'est-ce qui va changer. Donc on a fait ce jeu-là par exemple et puis on a aussi refait des conversations comme on a créé une grande map, une grande carte mentale avec des post-it, voilà et des échanges. On a recréé le moment où on crée cette carte mentale par exemple. On a joué à refaire des moments qu'on avait partagés et l'une et l'autre. Comment ça s'est rencontré avec Catherine? On a beaucoup discuté de qu'est-ce que c'était que l'enfance au démarrage. Voilà, comment on la définissait cette enfance, jusqu'où on était un enfant. On est parti d'un ouvrage qui s'appelle Politiser l'enfance, voilà, et d'une chercheuse Tal Peterboat Merks. Et sa réflexion sur la minorité de l'espace de l'enfance, quoi. Donc ça, on en a beaucoup discuté. Ça, c'était hyper riche, quoi. Il y avait vraiment un truc très émouvant aussi de partager ces réflexions et ces sentiments sur ce que c'est que cette place vulnérable de l'enfant et à quel endroit cette vulnérabilité était. C'était super parce qu'en fait, Catherine arrivait à mettre des mots et des concepts sur des intuitions. Donc, par exemple, maintenant, c'est beaucoup plus clair pour moi cet endroit de la vulnérabilité où effectivement, on est tous vulnérables à un endroit, mais et l'enfant aussi, puisqu'il a des besoins qui doivent être comblés, aidés par des adultes, mais aussi cette vulnérabilité imposée qui est de l'ordre de la domination, de pourquoi faut-il protéger les enfants, à quel endroit finalement ça n'est pas plutôt un désir de mettre un couvercle sur la casserole. Est-ce que quand vous avez commencé à construire cette conversation partagée, vous avez eu des craintes, des peurs, des choses où vous vous êtes dit, bon, comment on va faire? Est-ce que vous en avez encore aujourd'hui? Parce que c'est toujours en cours de construction. Quels sont un peu les points noirs ou les points flous où vous êtes encore en train de vous dire, bon, comment on va se débrouiller? Alors moi, j'ai pas du tout peur parce que je travaille avec une didacticienne dont tout est limpide. Voilà, donc par contre, peut-être que la didacticienne a des craintes, mais moi, vraiment, j'ai pas peur du tout. Alors moi, j'ai eu des craintes juste avant de venir parce que je me disais que je trouvais le projet de Perrine et de son collectif tellement riche. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter dans cette affaire? Parce que la didactique, c'est quand même une petite niche, voilà, qui est pas très connue. Et puis, je crois qu'au bout d'un quart d'heure, j'ai plus du tout eu peur. Mais je dois être une peureuse de nature. Et puis, ouais, parce qu'il y a vraiment énormément de points communs dans notre travail, qui est celui de la recherche. Et la recherche, ça fait pas peur. Parce que de toute façon, on sait qu'on va trouver des choses. Pas forcément celles qu'on s'attendait à trouver, mais c'est ça qui est génial. Moi, j'adore d'ailleurs trouver ce que je ne pensais pas trouver. Ah non, mais alors vraiment, pas du tout peur. Et puis, c'est tellement une belle rencontre que moi, je me sens
totalement en sécurité. Et puis, on fait le pari que ceux qui vont nous accompagner dans cette marche, ils vont trouver aussi des choses et c'est pas forcément ce que nous, on va attendre qu'ils trouvent. Parce que c'est ça aussi le projet. Il n'y a pas d'injonction à trouver telle place ou à trouver telle chose. Donc, non, aucune crainte. Absolument aucune. Et c'est une très bonne nouvelle. Vous êtes devant votre ordinateur, enfin il y a un ordinateur, il y a un espace de travail en cours, on voit que c'est en cours de construction. Comment vous vous sentez par rapport au trajet qui vous reste? Est-ce que vous vous dites c'est bon, on a le temps, ça va parfaitement se goupiller? Est-ce que vous vous dites bon, quand même, il va falloir qu'on accélère un petit peu? Vous en êtes tout dans la construction de tout ça? On a bossé comme des dingues. Donc... Moi, après, je trouve qu'on est vraiment bien dans le timing. Alors, Perrine va s'occuper du montage son. Donc, peut-être que pour elle, c'est plus inconfortable que pour moi, du coup, elle dira. Mais il y a une partie déjà qui a été enregistrée, etc. Et puis encore aujourd'hui et demain, on travaille sur la dernière partie. Donc... par rapport à des moments où je dois faire une communication en colloque, etc., où je finis 2 heures avant, je me sens plutôt confortable. Moi, je me sens pas vraiment non plus en train de faire un spectacle, donc je pense que on va découvrir des choses sur le moment et que c'est très bien comme ça, que ce principe de finir ou de livrer quelque chose, c'est une vraie question en fait, ces histoires de forme. C'est intéressant que la forme soit, c'est vraiment débile ce que je vais dire, mais que la forme rencontre le fond. Et alors là, on est vraiment dedans, c'est-à-dire que on a travaillé de jour en parlant de la nuit et on a été un peu de nuit, mais pas tellement. Et là, finalement, l'aboutissement de cette rencontre, c'est de faire ensemble avec des spectateurs et des spectatrices une expérience de nuit collective. Donc ça, on pouvait pas le répéter. Donc on continue notre recherche même au moment où on doit finir. J'ai pas d'appréhension technique, quoi. Je me dis ça va se faire et voilà. Et c'est ça qui est bien, c'est que on n'a pas besoin de montrer quelque chose de parfait. On peut dire quand même que on avait un peu pensé et imaginé ce temps de travail, qu'on savait qu'on ne serait pas que toutes les deux, que déjà il y avait aussi la présence de Max, il y a eu la présence de Pauline qui sont passées. Du coup, on avait l'impression que cette salle de recherche a été très ouverte, que la porte était tout le temps ouverte et que toutes les personnes qui sont venues écouter, parce qu'il y a eu aussi une illustratrice qui est venue, chacun pouvait travailler avec nous. Et alors vraiment dans le même sens, quand on avait imaginé ce temps de travail, on a aussi imaginé un temps de travail avec des enfants, parce que c'était aussi pareil que la nuit. On se dit mais donc il n'y a pas de il y a pas d'enfants et on parle des enfants. Et donc j'ai dit à Catherine, tu connais pas des enfants? Elle m'a dit si, justement je travaille avec des CP. Je lui dis est-ce qu'on pourrait pas les inviter? Donc on a invité des CP à venir. Il y a 2 classes qui sont venues au TU, qui ont visité le théâtre et puis qui ont fait un temps d'expérience avec nous. On les a mis un peu en position de chercheurs et de chercheuses, en tous les cas de collègues. Nous avons essayé de travailler avec eux. C'était très intense. Ils ont dit plein de choses. Ils se sont transformés en animaux. On était nous toutes les deux, je pense, totalement ahuris de la réalité en fait qui arrivait à nous, quoi. Entre tout ce qu'on avait dit et pensé, et puis d'un seul coup, les enfants, quoi, ils sont trop forts. Mais ça nous confrontait dans le fait que oui, ça déplace énormément de travailler avec des enfants, à la fois parce que ce sont des enfants qui font partie du travail de recherche de Catherine, et puis pour moi c'était un peu aussi l'occasion d'entrer dans ma recherche par cet aspect réel là, quoi. Donc ça c'était vraiment un moment fort de la recherche. C'est super, c'est des CP avec lesquels vous travaillez vous déjà, Catherine? On pense ensemble avec les enseignants des scénarios pédagogiques, on les met au travail dans la classe et puis on va récolter des données, on va les analyser et tout mon travail de recherche il est là-dessus. Donc comment en ce moment je travaille sur un projet poésie avec ces enseignants-là, ça a à voir avec la création, ça a à voir avec le pouvoir de création de la nuit. Alors voilà, tout se rencontre. C'est vraiment
une vraie belle rencontre, voilà, avec plein de personnes, comme disait Perrine. Voilà pour cet extrait. Voilà pour cet extrait de notre conversation qui a eu lieu donc pendant votre résidence de création il y a quelques semaines. Il y a eu des rires quand vous vous êtes entendus. Ça fait bizarre de se réentendre un peu après. J'adore. Donc c'est positif, ça va. Vous êtes toujours d'accord avec ce que vous avez raconté? Oui. Oui, Complètement. complètement. Bon, super. Alors aujourd'hui, le projet est monté, finalisé. Vous avez même fait une première représentation de cette conversation partagée hier à Saint-Nazaire. Comment ça s'est passé? Tu veux que je réponde? Perrine, allez-y. Ça s'est très bien passé. C'était un moment particulier puisque notre rencontre partagée, conversation partagée, pardon, on l'a pensée pour la nuit, avec la nuit, dans la nuit. Et hier, il faisait pas nuit à Saint-Nazaire. Donc, c'était cette espèce de décalage qui devait avoir lieu. Et pour nous, c'était une vraie expérience de se rendre réellement compte que ça n'était pas du tout la même chose, le jour et la nuit, même si évidemment, on le savait. Mais voilà, notre déambulation physique nous a vraiment amenés ailleurs. Et voilà, donc ça, c'était une expérience encore en plus. Il y avait du monde, il y avait des enfants, des familles, des jeunes, plutôt des adultes. C'était quel type de public, Catherine? À la fois des parents et des enfants. Donc voilà, donc c'était marrant parce qu'on a déambulé dans Saint-Nazaire, dans les rues, au milieu de la rue. Et les parents étaient très prudents sur les trottoirs, etc. Et nous, on était au milieu de la rue. De la rue. Et puis pendant qu'on faisait 1 ou 2 pas, les petits loulous, ils couraient autour de nous. À un moment, on avait un petit peu l'impression d'être Hans et le joueur de flûte, avec notre petite tribu autour de nous. Et comme c'était aussi par rapport au regard des enfants, ça devait être intéressant de voir comment les enfants réagissaient à ce discours, cette conversation partagée. Vous avez vu que ça faisait écho chez eux? Alors en fait, cette forme-là, on a travaillé avec des enfants, donc les 2 classes de CP dont je parlais tout à l'heure, mais la forme en soi, elle n'est pas adaptée pour des enfants, puisqu'on entend une conversation entre Catherine et moi, qui sommes des grandes filles. Voilà, donc on nous entend parler, et on discute de politique, de pédagogie, de rapport à nos peurs et tout ça. Donc notre vocabulaire, il était comme une conversation, quoi. Donc je pense que pour les enfants, c'était un peu compliqué à comprendre, mais l'expérience, elle était là quand même, de suivre 2 silhouettes habillées en noir, avec un petit lampion au milieu de la ville, qui marche pas sur les trottoirs. Voilà, et puis on a quand même été dans des endroits qui pour nous paraissait un peu extraordinaire. Donc nous, on n'habite pas Saint-Nazaire, mais on est rentré dans la base sous-marine, on a traversé la pénombre, on a traversé le noir total, en plus on est arrivé près de l'eau. Enfin voilà, il y avait quand même tout ce cheminement pour arriver jusqu'à l'eau, puisque c'est un des thèmes qu'on aborde, c'est la présence de l'eau dans la ville. À Saint-Nazaire, il y a pas mal d'eau. Oui, pour le coup. Donc c'était pour ça, voilà, c'était aussi une expérience urbaine intéressante. Hein. Alors, quelle forme finale, on parle de conversation, quand on s'est vu pendant votre résidence, vous avez parlé aussi d'enregistrement, de montage audio. La forme finale, c'est quoi? C'est une récitation de texte? C'est des passages audio? Ou c'est que du texte à chaque fois que vous récitez devant les gens? Comment ça se passe pour ceux qui n'ont pas la chance d'y assister? Alors on dévoile un peu. Hein, mais raconte. Donc du coup, à partir de nos réflexions, de nos lectures partagées, on s'est enregistré, on a retravaillé nos enregistrements et on a créé une déambulation où on entend nos réflexions, mais nous, on ne fait pas forcément face aux gens qui nous suivent. En fait, l'image qu'on a, c'est qu'on est avec une capuche sur la tête qui vient... c'est une image de lecture de qu'est-ce que c'est que ce domptage des corps dans la nuit. Donc, on remonte les épaules, on baisse la tête, on met sa capuche pour ne pas être vu, puisque la nuit, on a peur d'être vu. Donc, on adopte cette figure-là. On a nos capuches. Catherine a un lampion. Et moi, j'ai un gros sac à dos de randonnée avec une enceinte dedans. Et donc, on ne parle pas vraiment aux gens. Ils sont plutôt face à notre dos. Ils nous suivent.
et ils écoutent ces fameuses conversations qu'on a eues. Voilà. Et il y en a qui sont tout simplement des présentations un peu profondes de nos motivations. Donc, pourquoi tu travailles avec des enfants ? Voilà, on s'est posé cette question mutuellement. Et puis, donc, la bande-son, c'est la réponse. Donc, ça prend plein de côtés de vie intime, de parcours personnel, de motivation, etc. Et puis ensuite, il y a une autre partie qui est quelque chose qui a vraiment eu lieu au TU, qui était une discussion sur les peurs de la nuit ou les peurs dans la nuit. Et de ça découle plein de choses, plein de concepts qu'on sort un peu de notre chapeau en parlant de la peur. Donc tout ça, c'était hier 2 jours à Saint-Nazaire, mais là, à 22h, après l'émission, vous allez refaire cette déambulation dans le campus près du TU, finalement, le campus de l'Université de Nantes. Vous allez aussi avoir une tenue particulière, ce fameux sac à dos de rando avec l'enceinte à l'intérieur, les capuches, etc. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez mystérieux, et là, ça va être de nuit pour de vrai, donc le lampion va fonctionner. Est-ce que vous avez hâte un petit peu de faire enfin cette expérience de nuit pour de vrai ? Ouais, de voir ce que ça donne. Vous avez déjà réfléchi au chemin que vous allez parcourir ? Oui, on a réfléchi au chemin, notamment en lien avec ce qui est dit dans la bande-son. Et je pense que c'est vraiment, en tout cas pour moi qui investis ce lieu par mon métier, c'est vraiment un moyen d'y faire un pas de côté, parce qu'on ne se promène pas la nuit sur le campus. Enfin, mes étudiants et mes étudiantes peut-être, mais pas moi en tout cas. Vous allez redécouvrir le lieu avec une autre facette. Avec une autre facette, et je pense qu'un certain nombre de personnes qui vont nous suivre aussi. Vous avez l'habitude de travailler sur les sciences de l'éducation, donc avec les enseignants, mais aussi avec les enfants. Est-ce que dans cette conversation partagée, on a la parole de l'enfant à hauteur d'enfant, ou est-ce que c'est difficile justement de la laisser sortir et elle est un peu gouvernée par la parole des adultes ? Alors justement, comme c'est notre préoccupation, cette parole des enfants qui est gouvernée justement par la tutelle de l'adulte, c'est beaucoup mis en question dans nos discussions. Il y a une partie, à un moment, où grâce à la venue des CP, quand on était en résidence, on essaie de faire entendre leur parole sans trop la filtrer. Donc on entend quand même les enfants et on voit la nuit à hauteur d'enfant, comme c'était l'objectif pendant cette déambulation. Alors on n'entend pas leur voix. D'accord. Parce qu'on n'a pas le droit d'enregistrer comme ça les enfants et de diffuser leur voix. Mais ça nous a permis d'aller à un autre endroit de la recherche que peut la nuit, qui est aussi de questionner les pratiques participatives dans les processus de création, qui est quelque chose qui nous pose beaucoup de questions dans la compagnie. On se demande s'il est vraiment, à quel endroit ça devient vraiment participatif, qu'est-ce que ça veut dire participer. Et donc on a inventé cette méthode un peu, ce moment de la performance où à la fin on demande aux spectateurs et aux spectatrices qui nous ont suivis pendant la marche d'incarner les enfants, tout simplement en lisant des petits messages, des petites phrases que nous on a extraites de nos journées de travail avec les enfants. Voilà, donc on a la parole de chacun des CP sur son fantasme de présence dans la nuit, la ville. Et ça, c'est les spectateuristes qui les incarnent à la toute fin. Voilà. Donc leur voix est là à travers les gens qui sont présents. C'était l'idée. D'où le côté très participatif, l'action aussi des personnes autour qui participent aussi à cette conversation partagée finalement. C'était l'idée de se dire qu'est-ce que ça fait quand on a marché comme ça pendant un certain temps sans parole, sans parler. Donc notre corps a été en mouvement, on a entendu des choses et d'un seul coup de se mettre à être détenteur de la parole d'un enfant, qu'est-ce que ça peut faire, quoi. Je ne sais pas, on verra. Ce soir à 22h. Alors, bon, pour nos auditeurs et auditrices, c'est déjà passé, mais il y a toujours votre projet. C'est pas grave. Il y a toujours votre projet Que peut la nuit. Donc, si par hasard ils sont curieux, n'hésitez pas à aller sur le site du collectif Impatience pour avoir plus d'informations. Donc là, c'est quand même un binôme curieux que vous formez, et c'est le but aussi de ces rencontres du théâtre universitaire.
est-ce que vous avez appris l'une de l'autre et est-ce que ça va changer vos pratiques? Alors, si je détaille un petit peu, par exemple, Catherine, est-ce que ce que Perrine a apporté avec le côté mise en scène, etc., c'est quelque chose qui va vous permettre, dans votre travail à vous, de voir les choses différemment? Vous parliez tout à l'heure de voir le campus sous un nouveau visage pendant la déambulation. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui vont venir de cette expérience? Oui, c'est la capacité de faire un pas de côté dans la didactique, comme c'est une discipline scientifique, il y a une exigence de neutralité. Et quelquefois, cette neutralité, elle nous prive de notre parole politique citoyenne. Et sur des questions d'éducation, c'est quand même extrêmement surprenant, parce que éduquer, c'est porter un projet de société, un projet de vie. Et finalement, les questions d'émancipation, elles sont parfois oubliées au sein de la didactique. Alors que finalement, ça devrait être la finalité de la didactique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et j'ai l'impression de me réapproprier une parole qui m'avait été confisquée. Donc, il y a longtemps qu'on m'avait fait un aussi beau cadeau, très sincèrement. Ah oui, c'est une un très très bel aboutissement d'un projet de retrouver une parole, surtout sur l'émancipation. Ça fait partie des messages que vous vouliez faire passer dans cette conversation, la mise en action, l'émancipation de la parole des enfants ou de la parole politique? Je ne vais pas parler au nom de Perrine et de son collectif et donc des recherches qu'il mène, mais pour ce que j'en ai compris, oui, parce que, en tout cas, c'est très fort dans les échanges qu'on a eus. La vulnérabilité, on est tous vulnérables, mais il y a une forme de vulnérabilité qui est assignée aux personnes dites plus faibles ou dites plus petites, les enfants, les femmes, les personnes racisées, etc. Ouais, on oublie trop souvent que les enfants ont leur parole à dire, qu'ils ont leur propre place à trouver. Et je ne pense pas que l'école, à l'heure actuelle, telle qu'elle est, elle leur permet cette capacité à agir, à se penser et à inventer un futur désirable. Parce qu'on ne leur laisse pas un futur très désirable en tant qu'adulte. Perrine, de votre côté, est-ce que l'apport de Catherine, de cette didactique, par exemple, a changé votre vision sur la façon de faire des projets? Vous parlez souvent d'émulation provoquée par le travail en équipe. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez retrouvé dans cette conversation? Oui, c'était de l'émulation 100%. C'était du remue-ménage. Et c'est vrai que c'est beau ce qu'elle dit, Catherine. Moi, j'étais émue de l'entendre. Mais je la remercie, mais je te remercie. Mais je crois que tu as aussi amené beaucoup de ce côté nommer les choses dans l'enfance. On n'ose pas nommer les choses de l'enfance parce que c'est le seul endroit où finalement les oppresseurs ont aussi été des enfants avant. Et ça, c'est un truc qui je crois coince parce que voilà, c'est cet endroit-là qui fait que on n'ose pas toujours dire cette vulnérabilité-là. Et après, par rapport à l'émulation, c'est sûr qu'une recherche, c'est le désir déjà d'être un peu déplacé, j'ai envie de dire. Enfin, on cherche quelque chose, donc on a envie que ça bouge, on a envie d'être mu parce qu'on regarde de loin, de près. Et ça, on le fait pas tout seul, en fait, rarement. Donc, soit on vient se coller à une matière et puis voilà, on voit comment son propre corps réagit ou la matière réagit, mais voilà. Et puis il y a aussi un truc, je crois, qui est de l'ordre là de l'intimité, c'est-à-dire que quand on sort comme ça ce désir de tiens, un sujet de recherche, allons-y, parlons de l'enfance ou autre, en fait, il y a aussi l'envie de comprendre quelque chose, en fait. Il y a quelque chose que je comprends pas, en fait. Et moi, ce qu'a apporté Catherine, c'était ça, c'est-à-dire m'aider à comprendre ce que j'étais en train de faire, pourquoi je le faisais et comment je le faisais, quoi. Et voilà, et son regard était du coup très précieux là-dessus. En tout cas, ça a l'air d'avoir été une superbe rencontre. Vous êtes très complices, il y a beaucoup de regards quand vous parlez. On quitte la nuit pour glisser vers la catastrophe, vaste programme, après notre entracte musical avec Daïda et le titre « Agite ».
Éveillez vos neurones. Vous êtes bien. Vous êtes au Labo des Savoirs. C'était Agite de Daïda et nous sommes toujours au Théâtre universitaire de Nantes pour parler du festival Idéal, hybridation entre art et science. Et après avoir marché dans la nuit, nous allons désormais réfléchir collectivement à l'apocalypse et là où les catastrophes imminentes qui seraient sur le point de nous arriver. Dans une forme d'une trentaine de minutes, Guillaume Bayard, metteur en scène, et Erwan Véron, ingénieur en mécanique et structure des matériaux, partagent leurs réflexions sur l'apocalypse et la catastrophe. Et nous avons pu interroger Guillaume et Erwan au début de leur résidence d'écriture, il y a quelques semaines de cela. On a bu un petit café à Lyon, je ne sais plus, au début, il y a quelques mois. Il y a un mois, ouais. Il y a un mois, un mois ou deux. 3 mois. 3 mois. Et puis, on a commencé à discuter. Et puis voilà. Puis on s'est dit, bah voilà, on a 2 semaines. Donc, on n'a pas trop travaillé avant. Moi, ça m'inquiétait un peu parce que c'est pas une façon de travailler pour un chercheur. Mais là, depuis une semaine, bah, on est à fond, quoi. Voilà. Et c'est un projet qui part d'un sentiment actuel d'urgence avec la multiplication des questions climatiques et écologiques et la sensation que les récits apocalyptiques reprennent une place importante dans nos sociétés. Moi, je voulais aller vers ce sujet, mais plutôt d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire du point de vue des modèles. Comment on modélise ça, comment on fait des équations pour essayer de prédire ou d'anticiper un peu ce qui pourrait se passer. Et ça, c'était plutôt mon versant à moi, et ça, c'est plutôt ce que je fais en recherche, la modélisation, même si c'est sur les matériaux. Et donc, la mise en commun, Guillaume, lui, il apporte plus le côté narratif, mythologique. Ouais. Moi, j'essaye d'apporter le côté un peu plus modélisation, je ne vais pas dire scientifique, mais scientifique, on va dire. Enfin là, j'ai l'impression, je sais pas, on n'en a pas parlé, mais que cette semaine, on se rend compte aussi qu'on a quand même des lectures en commun, des notions en commun. Enfin voilà, on est un peu dans un questionnement, disons, au-delà de notre discipline propre. Je sais pas comment appeler ça, un questionnement, je sais pas, politique, quotidien, politique. Voilà. Disons que la question de l'effondrement potentiel ou de l'état du monde, disons. Voilà, on a une manière de l'aborder tous les deux, qui peut être vraiment des points communs, quoi. Enfin, des points d'accès sur des références de, je sais pas, d'économistes, d'anthropologues, enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'Erwan, il a une habitude aussi d'être en représentation, parce qu'en fait, il enseigne. Donc, la question de la mise en forme de son propos, de ses études, de ses compétences et de son discours, disons, il a une vraie pratique de ça, en fait. Et puis, par ailleurs, il a fait du théâtre amateur aussi. Mais moi, je suis pas forcément plus expert que lui pour expliquer ou mettre en forme ou mettre en représentation certaines théories scientifiques, par exemple. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus compétent que moi là-dessus, en fait. Donc c'est pas si pur, en fait, nos... Oui, il y a pas tant de différence que ça. Ouais. Et je pense, en revanche, ce qu'apporte Guillaume, c'est un truc que tous les gens qui essayent de travailler un peu sur ces sujets-là, parce qu'en fait, il n'y a pas dans les universités ou dans les écoles, peu de gens travaillent sur ces sujets parce que d'abord, il n'y a pas de grande école, on va dire, autour de ça. Et puis, c'est plutôt des choix personnels de s'orienter un peu sur ce type d'études. Et donc, tous les enseignants qui essayent de regarder ça, ou tous les chercheurs, ils essayent de dire il nous faut un narratif, en fait. Comment on va raconter ça, voire même un narratif positif de tout ça. Et là, je pense, c'est là où Guillaume, s'est beaucoup interrogé sur ce narratif, en fait. Et c'est ça qu'on va essayer de mêler, en fait. On va essayer de mêler ça. Donc, au-delà de vos disciplines respectives, donc le théâtre et la science des matériaux et l'enseignement, ce sont des thématiques, la catastrophe, l'effondrement ou même la fin du monde, on peut le dire. Ce sont des thématiques qui vous intéressaient déjà avant même le début de la résidence ? Oui. En fait, Guillaume ? Le principe des rencontres, c'est que Nolwenn, qui dirige le TU ici, elle m'a proposé ce dispositif en disant, en gros, sur quoi tu es en train de travailler en ce moment, qu'est-ce qui pourrait nommer quelque chose, une problématique ou une thématique. Enfin, donc moi j'étais dans un cycle, je suis dans un cycle apocalyptique.
pas personnellement, mais voilà, on a enclenché tout un tas de fabrications de petits objets, de spectacles, enfin de choses différentes qui prennent des formes différentes et qui attaquent cette question, quoi. Donc j'ai proposé ça, l'apocalypse, et là-dessus, je crois que par une connaissance commune, un autre enseignant-chercheur ici, qui s'appelle Bertrand, je ne connais pas son nom de famille, Bertrand a proposé à Nolwenn de rencontrer Erwan. Parce qu'en fait, moi, de mon côté, donc, ce projet-là, il n'a rien à voir avec ma thématique de recherche. En revanche, il a un tout petit truc à voir que je vais préciser après, mais en revanche, moi, j'essaye de travailler cette année sur l'enseignement de ces modèles, on va dire, d'évolution du monde ou d'effondrement, à des fins plutôt pédagogiques, c'est-à-dire pour aller enseigner ça à des ingénieurs. Et le point commun avec ma recherche, c'est la modélisation, donc le fait d'écrire des modèles et de regarder comment ça se présente. Et c'est comme ça qu'on a essayé de mettre ça en commun. Et donc les deux mots-clés, en fait, on a pris la catastrophe, on les a traduits en deux mots-clés qui étaient... le mien était plutôt effondrement, celui de Guillaume était plutôt apocalypse. Et on a essayé de fabriquer quelque chose qui part de l'effondrement jusqu'au récit apocalyptique. C'est un peu ça le... Et vous avez donc choisi d'utiliser des modèles scientifiques qui sont couramment utilisés dans la recherche. Enfin, c'est des méthodes de recherche qui sont utilisées dans de nombreuses disciplines. Les modèles, c'est des choses qui sont utilisées dans beaucoup de disciplines. Et là, ce qu'on a utilisé, c'est des modèles. On a utilisé deux modèles. Un modèle qui est appliqué plutôt au système Terre, on va dire, qui est un modèle assez connu sur les limites à la croissance. Et nos discussions nous ont amené à étudier un deuxième modèle qui est plutôt un modèle économique, sur lequel là on était un petit peu moins précis, on va dire, mais qui nous a permis de faire la jonction entre nos deux approches. Et une des jonctions aussi entre vos deux approches, c'était la question des imaginaires et du narratif pour mettre en scène en quelque sorte ces modèles. Et vous l'expliquez notamment pendant votre résidence. Exactement, avec un narratif qui vient... je sais pas, ouvrir des portes, donner des perspectives, et puis relativiser aussi. Relativiser, ce sont que des modèles, ce sont que des équations, quoi. C'est pas le vrai monde, quoi. Et même, je dirais, dans l'idéal du projet, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire rentrer la mythologie et les narratifs dans les modèles. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, finalement, cette notion apocalypse, par exemple, c'est pas forcément quelque chose qui va nous arriver, mais c'est un narratif qui préexiste depuis très longtemps dans notre histoire et dans les histoires qu'on se raconte. Et ça influence en fait notre vision du monde et nos actions. Donc ça influence les modèles, y compris les modèles économiques, la manière, je veux dire, l'économie, elle est chargée d'imaginaire en fait. Elle est aussi faite de croyances. Mais ça en fait, on n'avait pas prévu ça au départ. C'est en discutant, en essayant d'amener chacun nos visions. Moi, j'essaye de dire, bah voilà, les hypothèses des gens qui font des modèles, c'est plutôt ça. Plus les hypothèses que les conclusions finalement. Et c'est là où on se dit, bah ouais, mais en fait, ça s'est complètement nourri d'un inconscient presque. Ouais, d'une vie de l'imaginaire en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les modèles, tu me dis si je dis une connerie, mais j'ai l'impression que c'est des logiques transdisciplinaires. On a besoin d'économistes, de physiciens, de biologistes. Dans l'idéal, tu vois, un groupe comme le GIEC, par exemple, c'est constitué de plein de compétences différentes pour être le plus exhaustif possible, en fait. Et c'est comme si finalement, cette transdisciplinarité, on la poussait, disons, à la, je sais pas comment il faudrait trouver un nom, mais je sais pas, la vie de l'imaginaire, quoi. Se dire, mais c'est peut-être la culture, c'est peut-être, ça serait l'idée de dire, bah, il manque une discipline, c'est comment l'imaginaire influence le réel, en fait. Et en fait, c'est quelque chose qui est très fort. On a vraiment l'impression qu'il y a un modèle plutôt qui vient de l'économie orthodoxe, disons. Et nous, on a l'impression, en l'observant, qu'il y a une part de croyance qui est très forte, par exemple. Et donc, qui dit croyance, dit mythologie, dit l'imaginaire est en action sur un modèle qui se veut économique, très, très rationnel. Et nous, on a l'impression qu'il est sous-tendu par des mythes, en fait. Alors, est-ce que vous avez réussi justement à trouver un narratif ou cette mythologie à travers ces modèles, notamment économiques ? Oui. La question piège, finalement. Non, mais oui. Non, c'était pas mal, hein, c'est bien synthétisé, t'as vu, Vous avez bien répondu, vous avez bien travaillé. Ouais. Et donc oui, on a réussi. Ouais. Enfin, on pense. On a formulé une hypothèse, en tout cas.
je ne sais pas comment attaquer le truc, mais finalement, c'est plutôt bien dit. En tout cas, pour rebondir sur ce que disait Erwan juste avant, c'est qu'on a trouvé un point de jonction entre la modélisation plus type ingénieur qu'a amené Erwan, donc World 3, voilà, qui est un système de modélisation du monde. Enfin, je rentre pas dans le détail. Et une approche qui vient plutôt d'un philosophe allemand qui s'appelle Fabian Scheidler, qui a écrit un essai qui s'appelle La fin de la méga machine, dans lequel il fait une histoire de l'humanité, de la sédentarisation jusqu'à maintenant. Et dans lequel il développe un concept qu'il appelle la pensée apocalyptique. Et pareil, je ne rentre pas dans le détail, c'est ce qu'on essaye de faire dans la forme, mais ça prend du temps. Mais en gros, c'est de dire que l'histoire, l'apocalypse, c'est une narration, c'est une histoire. Et en fait, c'est quelque chose qui vient du passé et qui va modéliser notre monde d'une certaine façon, enfin l'influencer, lui donner des injonctions, des buts, voilà, un mouvement narratif en fait. Et donc, la chose qu'on a peut-être un peu réussi à faire, c'est de faire se rencontrer un modèle très physique avec un modèle mythologique, disons, et ils se rencontrent à l'endroit de l'économie. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Et sur l'idée de se dire qu'en fait, l'économie, elle est aussi construite sur des narratifs. C'est ça qu'on essaye de faire sentir, quoi. Et notamment, voilà, l'hypothèse, enfin, pour balancer le truc clairement, voilà, l'économie dans laquelle on est s'appuie sur un narratif apocalyptique, en fait. Donc l'apocalypse, c'est pas du tout, dans notre idée, quelque chose qui va nous arriver. C'est une narration qui participe à raconter notre société, en fait, économiquement, en fait, et qui va, voilà. Et comment est-ce que vous avez traduit ces narratifs, ces croyances, ces mythologies dans ces modèles apocalyptiques? En fait, on ne les a pas traduits dans les modèles, parce que ça, c'est impossible. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé, à partir de la pensée apocalyptique, de regarder ce qui sous-tend ces modèles. C'est-à-dire quels sont soit les intuitions, soit les objectifs, peut-être même non dits, ou peut-être même non pensés, les impensés qu'il y a dans les modèles. Et grossièrement, si je résume un peu ce à quoi on est arrivé, notre modèle d'ingénieur, on a vu qu'il était assis sur une hypothèse très très forte, qui est l'hypothèse de la fin des ressources, ou des ressources finies plutôt. Et que ça, évidemment, quoi qu'on fasse, une fois qu'on s'est dit ça, on a tendance à aller vers un effondrement, plus ou moins rapide, plus ou moins violent. En revanche, ce qu'on a montré, ce qui nous semble, c'est que les modèles, enfin les modèles économiques qui essayent d'intégrer le réchauffement climatique, par exemple, eux sont plutôt sous-tendus par cette pensée apocalyptique qui est plutôt de « on va toujours s'en sortir ». Une intention, en quelque sorte. Une sorte d'intention, ouais. Ouais. Donc c'est vraiment deux... Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la modélisation et ce qui nous engage quand on crée un modèle, comment on s'y engage, en fait. Donc des discussions qui ont eu lieu pendant une semaine, plus d'une semaine, et 2 semaines, 2 bonnes semaines pour aboutir à cette conversation dans le cadre de votre résidence artistique, donc entre un scientifique et un metteur en scène. Mais alors, à quoi est-ce que ça pouvait bien ressembler ? En fait, on passe beaucoup de temps à discuter, à la fois du projet lui-même, mais plus général, en fait. Chacun amène, on va dire, ses connaissances. Franchement, moi, en 4 jours, j'ai appris énormément de choses. C'est génial. En fait, le pas d'après, parce qu'on essaye d'amener les connaissances quand même les plus complètes possibles. Donc, on dit des choses qui sont un peu compliquées. Après, la question, c'est comment on peut retraduire ça simplement pour un public, en étant à la fois concis. C'est là où il faut faire des compromis l'un et l'autre. Parce que moi, je suis très à cheval sur la rigueur scientifique, mais au sens, si on utilise quelque chose de quelqu'un, il faut qu'on le cite absolument. Et Guillaume, il me dit, mais si on cite tous les gens qu'on utilise, on va passer notre temps à citer des gens, et ça, c'est pas du spectacle. Donc, il faut qu'on jongle un peu entre ça, quoi. Enfin, en gros, on a une table, des ordinateurs, des livres, des post-it, des blocs-notes, on se fait des schémas, on essaie on cherche, en fait, on essaie de comprendre ce qu'on fait, puis de le critiquer au moment où on le fait. Enfin, ça avance comme ça, par tâtonnement, en fait. Une des intentions, disons, de la forme qu'on essaye de mettre en place, c'est aussi de se dire que les personnes qui vont être là, qui vont être dans le public, on ne va pas juste leur représenter quelque chose, leur faire un exposé, mais on essaye de les inclure.
enfin, moi, j'essaye un peu de réfléchir à ça, à se dire comment on n'est pas dans un rapport 2 dimensions, mais bien 3 dimensions, pour en fait faire sentir à notre public, faire une expérience de pensée avec eux, en fait, et leur faire sentir ou leur faire vivre les modèles. C'est-à-dire qu'ils se sentent comme faisant partie du modèle, parce qu'en fait, ces modèles, on est dedans. C'est pas des choses purement conceptuelles, extérieures. Mais l'idée que ces modèles, ils doivent nous aider à penser le monde, en fait. Donc, du coup, l'idée, c'est de d'étendre le modèle, de lui donner du volume, en fait, et de profiter de la situation de représentation pour aller faire vivre aussi le gradin, quoi, les gens qui sont là. Enfin, donc ça, c'est, on trouve comme des petits jeux, en fait, des choses assez presque enfantines, en fait, on recrée une sorte de petite mythologie avec des objets qui se mettent à avoir une petite portée symbolique ou un petit pouvoir pour concerner le public d'une façon la plus concrète et ludique possible, en fait. L'idée, c'est peut-être aussi de désamorcer la posture de la personne qui est en représentation, que ce soit un professeur ou un acteur d'ailleurs, c'est que le fait d'être en représentation devant un public qui sont des gens qui écoutent, ça crée tout de suite un rapport de pouvoir et un rapport d'autorité, en fait. Donc, qui peut être tout à fait consenti et ne poser aucun problème, mais qu'on peut aussi mettre en jeu, en fait. Et l'idée, là, c'est de dire, cette histoire d'effondrement potentiel, de ces histoires d'apocalypse qui nous viennent du passé, ça nous concerne tous, et nous, on n'a pas vraiment une conclusion là-dessus, en fait. Ce qu'on veut, c'est le déplier, en fait. Mais nous, on pense qu'on est au niveau des spectateurs, on est dedans, en fait. On est dans cette super situation, et on voudrait pas, peut-être abuser de la posture du sachant ou de celui qui assène des vérités aux autres, en fait. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Alors, même question qu'à précédemment. Est-ce que vous avez réussi cet objectif? Est-ce que vous avez réussi à trouver un moyen de faire participer ce public? Parce que vous avez déjà eu 3 représentations de votre conversation, avec en plus, je crois, une mise en scène où il y a ces fameux ordis, les articles, les livres, et on a vraiment l'impression de participer à un débat. Alors, est-ce que vous avez réussi à justement inclure ce public au même niveau que vous, qui êtes dans ce grand modèle de données? Pas complètement, je pense. En fait, on s'est retrouvé dans une forme un peu hybride entre ce qu'on voulait faire, la conférence et la représentation théâtrale, un petit peu au milieu des deux. Et en fait, on a essayé d'inclure le public, en gros en lui disant, dans telle partie du modèle, c'est là où vous vous trouvez, ou c'est là où se trouvent, je sais pas, vos vêtements ou des choses comme ça. On a aussi essayé de symboliser un peu des choses immatérielles. Peut-être là, on peut dévoiler nos secrets. Carrément. Donc on avait une main invisible du marché qui se promenait au milieu de nous. On avait une petite musique du progrès qui venait nous raconter que tout allait bien se passer. Donc c'est plutôt comme ça qu'on a fait. On n'a pas complètement inclus le public, mais je pense qu'on a dédramatisé certaines choses qui peuvent paraître très complexes et qui finalement, quand on les a regardées de près, sont assez simples. Et le fait de les expliquer, je pense que ça donne accès à la connaissance. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense que je dirais plutôt oui. Moi, je dirais plutôt qu'on est arrivé à faire ce qu'on avait dit. On n'est pas d'accord, donc. Mais dans le sens où... non, mais je comprends tes réserves. C'est pas du tout... ce travail, en fait, c'est fait très rapidement. Donc, il y a des intentions. Et on n'arrive pas forcément à donner une forme à toutes ces intentions. Mais j'ai l'impression qu'on a été honnête, en tout cas, sur le dispositif qu'on a mis en place. Dans le sens où j'ai l'impression qu'on n'a pas créé une représentation et qu'on a effectivement fait ce truc de... construire un petit jeu, une petite expérience dans laquelle on est inclus au même titre que les spectateurs. Je pense que ça, c'est vrai, quoi. Et que, en fait, parce que c'est un piège, la représentation, finalement. On se remet vite à asséner des choses ou à porter une sorte de forme de vérité, éventuellement. Enfin, voilà, c'est compliqué. Donc ça, je trouve que, j'ai l'impression qu'on l'a plutôt bien géré, quoi. Et qu'on a donné une forme à une pensée à deux pendant 15 jours, de façon très simple, et qu'on a tenu ça, on s'est pas fait happer par quelque chose d'autre. Et ça, c'est déjà pas mal. Est-ce que justement cette forme particulière
d'art qu'est le théâtre, de se mettre en scène, de s'inclure parfois avec le public et de jouer d'une mise en scène, justement, on peut se rapprocher de ce qu'est l'enseignement ou même de la médiation face public. Est-ce que cette forme particulière, justement, vous a permis d'explorer d'autres façons de faire passer des messages ou des questionnements et de peut-être, comme vous l'avez dit, essayer de jouer un peu avec l'inclusion et le public? Alors en fait, oui et non. En fait, comme on l'a joué 3 fois dans des conditions extrêmement différentes, la première, c'était à Saint-Nazaire, c'était plutôt devant des personnes qui ne savaient pas du tout ce qu'elles venaient voir, qui étaient venues voir autre chose. Et donc là, le retour qu'on a eu, c'était que c'était assez dense et que les gens étaient un peu heurtés par les résultats qu'on montrait ou les potentiels effondrements. Il y a une portée anxiogène qui est, potentiellement, c'est assez... Et ça, on s'est rendu compte de ça. Donc entre les deux, on est revenu ensuite ici au TU. Là, on a un peu... changer un petit peu, pas le discours, mais on a mis des petits moments récréatifs, un petit peu plus, dans la présentation. Et surtout, on s'est retrouvé là en format théâtre, avec des gradins. Et donc là, je pense qu'on était plutôt on a plutôt tiré sur le théâtre. On a bien inclus les gens. Et cet après-midi, on l'a refait. Mais là, on était plutôt dans une forme salle de classe, un peu. Ouais. Et là, moi, j'étais plus à l'aise. Mais on s'est rendu compte que là, on a pris beaucoup plus de temps. On a essayé tous les deux de faire plus de pédagogie, mais en fait de moins inclure le public quelque part. Je pense qu'on a vu justement les deux facettes, l'enseignant d'un côté, la représentation de l'autre. Et... C'est un exemple parfait de la forme aussi qui a influé sur le fond. Complètement. Ouais. Après, c'est marrant, votre question, elle me fait penser à autre chose, c'est que j'ai l'impression, par rapport à la théâtralité, disons, c'est que j'ai l'impression, parfois, pour moi, le théâtre en ce moment, je dirais qu'il va pas très bien en fait. Et du coup, j'ai l'impression plus en fait d'être aussi parce qu'il y a une complaisance en fait de la théâtralité éventuellement qui peut être là quand on fait du théâtre. Et je dirais comme il y a une complaisance de l'économie quand on fait de l'économie. C'est-à-dire que et je dirais que voilà la chose à laquelle pour moi il fallait faire attention, c'est que le théâtre c'est un outil en fait. On l'a vraiment utilisé comme un outil au service d'une analyse ou d'une hypothèse analytique, disons. Et ça, j'ai bien aimé qu'il reste à cette place-là et qu'on ne soit pas complaisant quoi, avec ce qu'on a mis en place. Enfin, et j'ai l'impression qu'on ne l'a pas été. Et c'est la fin de notre émission. Merci à Perrine Mornay, Catherine Huchet, Guillaume Bayard et Erwan Véron pour avoir répondu à nos questions au sujet de leurs 2 performances. Des performances qui ont eu lieu pendant le Festival Idéal, organisé par le Théâtre Universitaire de Nantes, qu'on remercie pour leur accueil. Une émission co-animée et co-réalisée par Dunia Saez et Sophie Potvin, que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodesavoirs.fr et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.